allons avoir avec nous Michèle Saban, présidente du R20, Richard Attias, président de Richard Attias & Associates, fondateur du New York Forum, et Lionel Zinsou, président de PAI Partners. Je vais commencer avec vous, Richard Attias, si vous voulez bien. Vous êtes homme de médias, vous avez forcément été sensible à la première table ronde. Comment est-ce que vous agissez pour favoriser l'entrepreneuriat social et en quoi est-ce que c'est pour vous un outil de développement? D'abord, j'aimerais remercier et féliciter Nicolas parce que c'est la première fois que je participe à son initiative. Je sais un peu de par mon métier combien ces choses-là ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Donc bravo et merci à Anne Hidalgo de nous avoir accueillis. Pour revenir à votre question, deux choses. D'abord, j'aimerais rebondir sur la table ronde précédente, si vous me l'autorisez, parce que je crois que le rôle des médias est fondamental. Il est fondamental parce qu'on a besoin encore et toujours d'expliquer, je pense, ce qu'est l'entrepreneuriat social. Et il faut donc informer, donner de la visibilité, comme le disait tout à l'heure Constance Benquet. C'est fondamental de parler des choses qui sont des success stories et de faire rêver. La série Urgence et l'autre série sont très informatives sur des problématiques de santé, mais je crois que ce serait bien que nos amis producteurs fassent aussi l'éloge de belles histoires, de belles épopées, parce qu'à une époque où les choses ne vont pas toujours très bien, je crois que c'est important de faire rêver. Et que l'entrepreneuriat social est une très belle source d'espoir, de rêver. Et l'exemple qu'on vient de voir donne énormément d'espoir aux mamans et aux familles africaines, par exemple. Donc ça, c'est très important d'en parler, d'en reparler, parce que c'est ce qui va inspirer, c'est ce qui va motiver. Et pour répondre à votre question plus directement, c'est ce que nous essayons de faire. Depuis 20 ans, j'ai changé complètement de métier en allant dans le monde de la communication avec un grand C, et notamment d'essayer d'organiser des grandes conférences. Et nous avons, de fait, quand nous organisons ce genre d'événements, nous créons un écosystème autour de nous. Et cet écosystème peut aller, prendre deux exemples concrets pour illustrer. Il y a 20 ans, Marrakech, cette ville que tout le monde connaît, n'était qu'une ville purement touristique. C'est aujourd'hui pratiquement l'une des plus grandes destinations mondiales de conférences internationales. On a démarré ça en 1994, il y a 21 ans. Il n'y avait même pas de palais des congrès à l'époque. Et en organisant cette grande messe qui était la signature des accords du GATT, et maintenant il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une conférence de ce type au Maroc, nous avons créé tout un écosystème d'entrepreneuriat social avec des jeunes et des moins jeunes qui ont créé des entreprises pas nécessairement à grand profit, qui leur permet de vivre à l'équilibre, mais qui ont permis d'inclure un grand nombre de personnes, que ce soit dans des domaines comme le sanitaire, le traitement des déchets, la sécurité, l'aide aux personnes, etc. Et que ça a créé maintenant une véritable économie. Et puis 20 ans plus tard, en Égypte, il y a quelques jours, dans ce pays qui était paralysé depuis 3 ans, on a fait une très belle conférence à Sharm el-Sheikh sur le renouveau de l'économie égyptienne. Et le fait même que ce métier et que cet événement ait eu lieu a permis à un très grand nombre d'Égyptiens et d'Égyptiennes de contribuer, de constituer des petites sociétés pour venir aider à cette conférence. Et il y a maintenant cet écosystème qui s'est créé. C'est modestement, je dirais, de façon directe ou indirecte, ce que nous essayons de faire. Et puis plus directement encore, parce que je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas être qu'une force inspirante, il faut aussi savoir mettre le main à la poche. Quand vous avez eu la chance de recevoir, il faut savoir redonner. C'est le principe de l'entrepreneuriat social. C'est très américain, ça. Je ne sais pas si c'est américain, en tout cas moi je ne suis pas américain, et mon épouse ne l'est pas non plus, même si nous vivons à New York depuis un moment, et on a néanmoins décidé, pas du tout avec une approche américaine, notamment avec un partenariat d'un autre média qui est le Point Afrique, et bien au mois d'août de cette année, on a lancé un prix qui est un prix pour les entreprises africaines précisément, on est encore en lien avec ce continent qui m'a vu naître, et d'essayer de donner un coup de pouce, ça sera un peu un lien avec la prochaine table ronde, un coup de pouce financier. Et donc il y a un prix qui va récompenser 4 entreprises africaines, jeunes, avec une dimension sociale, et ça sera un prix de 100 000 € qui va être distribué auprès de 4 entreprises pour les aider à continuer dans leur développement. Donc voilà ce qu'on essaye modestement de faire. Modestement, mais très concrètement. Et c'est ça qui est extrêmement important de montrer ce soir. Lionel Zinsou, je me tourne vers vous. Vous êtes président de fonds d'investissement dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes aussi consultant du programme de développement des Nations Unies et vous avez créé une nouvelle fondation France-Afrique pour la croissance.
On reste toujours dans ce magnifique continent. Pourquoi est-ce que vous croyez au modèle de l'entrepreneuriat social, vous? Bonsoir, merci de cette Bonsoir. invitation. D'abord, j'y crois autant en France que j'y crois en Afrique. Je crois que vaincre la pauvreté ou les inégalités dans les pays riches, ça a le même caractère d'urgence que vaincre la pauvreté en Afrique. On va juste un petit peu plus vite pour vaincre la pauvreté en Afrique, en fait, en termes de rythme aujourd'hui. Mais on a une particularité en Afrique qui rend le sujet extrêmement urgent et de plus en plus urgent, c'est que c'est un continent où la pauvreté régresse de façon spectaculaire. C'est la fameuse ascension des classes moyennes qui change complètement l'économie du continent. Et donc, par rapport aux années d'indépendance où les 3/4 de la population vivait sous le seuil de pauvreté, ça c'est le legs de l'histoire, aujourd'hui on est à moins de 40%, et c'est un progrès que l'humanité n'a jamais fait si vite. Mais du fait de la croissance démographique, il y a aujourd'hui encore probablement 400 millions de gens qui sont exclus en Afrique des conditions de vivre dans la dignité, qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux, qui vivent avec moins d'1,25$ par jour. Le problème, c'est que 400 millions d'exclus aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'il n'y avait d'habitants dans l'Afrique de 1960, où il y avait moins de 300 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, vous êtes dans ce paradoxe qu'il y a plus de pauvres, beaucoup plus d'exclus dans l'Afrique d'aujourd'hui, quand bien même la pauvreté statistique s'est effondrée. Et donc, la croissance économique qui est très forte en Afrique, 5 fois la croissance de l'Europe aujourd'hui, ne résout pas tout. Elle ne résout absolument pas automatiquement ni les problèmes d'accès des jeunes à l'emploi, ni les problèmes, pour une croissance démographique donnée, de faire arriver à l'éducation, à la santé, au logement, à l'accès à l'eau, les populations. Donc il y a quelque chose à faire qui ne va pas se faire par le marché, qui ne va pas se faire simplement par des mécanismes économiques, qui supposent un déterminisme et un volontarisme social considérable. Donc moi, on m'a appris à être un peu chef d'entreprise en France, donc je fais ce métier. Alors concrètement, justement, qu'est-ce que vous y faites? En France, on a un problème que nous partageons de plus en plus avec un certain nombre de pays en développement, qui est un problème d'accès des jeunes à l'emploi, qui nous paraît très urgent. PAI comme entreprise n'en parle jamais, c'est vraiment la première fois que j'en parle devant 1000 personnes, mais a créé un fonds de dotation pour soutenir le plus d'associations possibles qui travaillent sur les thèmes de l'employabilité et de l'insertion professionnelle. On considère que, puisque notre métier, c'est d'acquérir et de développer des entreprises et les céder, que c'est un métier rentable, on a un devoir absolument minimum, qui est de la même nature, mais qui a des racines éthiques différentes, qui est de favoriser l'employabilité des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de sujets de réduction d'inégalités, comme l'évoquait Nicolas Hazard, mais franchement, l'inégalité entre générations est quelque chose qui nous paraît une urgence française. Mais j'attire votre attention sur le fait que la même inégalité entre générations, on la trouve en Afrique. Pas seulement L'Afrique française. a une croissance qui ne génère pas assez d'emplois. Il y a 20 millions de jeunes gens à rentrer sur le marché du travail chaque année. Objectivement, il manque en Afrique 10 millions d'emplois. Donc le combat n'est pas si différent. Les méthodes de financement ne sont pas si différentes. L'appui aux ONG n'est pas si différent. Et vaincre la pauvreté dans les pays riches, malheureusement, c'est de plus en plus homogène avec ce qu'on essaye de faire sur le terrain. Alors, sur le terrain en Afrique, c'est vrai qu'il y a la Fondation franco-africaine, Africa France, où on essaye que les entreprises africaines et françaises fassent des partenariats sur les thèmes de formation. Si vous voulez, le grand goulot d'étranglement africain pour que la croissance devienne du développement, et c'est un problème humain, et c'est un problème de formation. Donc là, il y a un engagement des entreprises, y compris africaines, hein, pas seulement des entreprises du Nord. Et puis, dans mon pays, le Bénin, moi j'essaye de faire le citoyen et je constate quand même qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui devient importante. Je n'ai pas de revenus au Bénin, mais je fais partie de la diaspora et je considère qu'il y a des choses que le marché ne fera jamais. C'est pour ça qu'on a créé une fondation familiale sur l'éducation et la culture. Et puis, il y a des choses que la philanthropie ne fera pas non plus.
Et c'est pour ça qu'on a créé une entreprise d'insertion autour des thèmes de la maintenance, du nettoyage, la manutention, avec le plus de contenu possible en emploi et la gratuité de la formation professionnelle. C'est pas grand-chose, c'est ce qu'on peut faire comme famille, c'est 250 emplois, mais c'est très urgent. Quand on met une petite annonce, recherche salariés qu'on va former, niveau 5e, les gens qui se présentent à Cotonou au Bénin, ils sont au niveau 5e année après le bac. Parce qu'on est dans une situation dans laquelle le diplôme n'est pas un gage que vous allez avoir une sécurité dans l'emploi et dans le revenu. C'est même à certains égards dans la structure économique inversement proportionnelle. Vous voyez, on a un petit peu de travail aussi en Afrique. Merci Lionel Zassou pour cette première intervention. Je me tourne vers vous maintenant, Michel Saban. Vous êtes présidente du R20, qui rassemble des régions de la planète engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous soutenez aussi des initiatives lancées par des femmes en Afrique. Femmes, entrepreneuriat, pays en développement, vous aussi ça vous parle? Oui, ça me parle depuis même très longtemps, mais il est vrai que dans ces années très importantes de lutte contre le dérèglement climatique, il fallait peut-être être dans l'action. Mon ONG est plus une action tank qu'un think tank. Les think tanks ont toute leur liberté par rapport à la pensée sur l'action que l'on peut mener. Nous avons décidé de mener de l'action. Donc nous avons, puisque le président de la République française a évoqué un fonds vert pour le climat, mais il n'a pas décliné les projets que l'on pourrait mettre derrière. Et donc j'ai décidé de lancer au Maroc. Voilà, vous avez une grande annonce à nous faire ce soir. La faire ici parce que devant c'est un bon public pour personnes, l'entrepreneuriat social et solidaire. Il y aura de l'écho. C'est que les femmes en Afrique, et vous venez de l'évoquer à votre manière, ont un besoin urgent. Et en mettant un fonds vert pour les femmes, ça veut dire que chaque femme qui présentera des projets en matière environnementale, voire même de santé ou d'éducation ou de formation, on leur permettra d'amorcer cette création, de mener à bien leur projet. C'est pas si facile que ça. Donc nous avons décidé de le lancer lors d'une grande conférence qui est sur la route pour Paris, parce que c'est ce qui va se passer au mois de décembre qui va être important, mais il y aura autre chose après Paris. Hein. La vie va continuer, le dérèglement climatique va continuer à s'imposer à nous, mais justement en luttant avec des projets qui permettront justement de ralentir tout ça. Nous allons mettre en place ce fonds vert pour les femmes, donc au Maroc, pas à Marrakech, parce qu'on voulait aussi montrer que le Maroc avait une vitrine importante. Puis comme on l'a su lors de la dernière COP, le Maroc accueillera la prochaine COP. Donc c'était une façon de faire un pont entre l'Europe, qui accueille donc Paris, qui accueille la COP 21, et le Maroc, qui va accueillir la COP 22. C'est important, pourquoi? Parce que ces femmes, et vous l'avez évoqué, en matière d'éducation et de formation, elles ont un besoin urgent. Mais ces jeunes, qui sont des jeunes femmes aujourd'hui, on leur permet, au travers de projets que nous sommes en train de réaliser à Oran, une usine de retraitement de déchets, de faire en sorte que pendant la réalisation de cette usine, nous formons 100 jeunes sortis du système scolaire, qui n'ont aucun avenir, autrement que la rue, mais d'apprendre un métier et de pouvoir travailler dans cette usine. C'est la condition de la mise en place de nos projets. Et comme ça, un peu partout dans le monde, puisque nous travaillons par continent, l'Afrique aujourd'hui est très regardée, mais nous faisons la même chose au Brésil, et notamment sur l'éclairage public. Parce que quand on parle d'éclairage public, on évoque aussi la question de la sécurité dans la ville. Et ça, c'est important, outre le fait d'économie d'énergie, mais il y a aussi ces questions-là. Donc voilà pourquoi je suis présente à vos côtés aujourd'hui, mais c'est la 3e année que je suis présente auprès de Nicolas, qui est quand même, j'allais dire, un bel espoir d'avenir et nous redonne de l'optimisme par rapport à ce que nous faisons les uns et les autres. Merci beaucoup et puis merci de lancer ce prix pour l'économie verte. Elle a vraiment besoin d'être mise en valeur et d'avoir des vitrines. J'espère que ça en sera une belle. Merci Michel Saban. Alors, le comptoir de l'innovation a voulu savoir quel était l'attachement des Français à leur modèle social. Quelle place, finalement, nous tous nous accordons à l'entrepreneuriat social et à ses perspectives de développement.
Le sondage a été réalisé par OpinionWays et je reprends mes petites notes. 70% des personnes interrogées estiment que le modèle des entreprises sociales à la française devrait être reproduit ailleurs dans le monde. Donc on a aussi quelque chose à faire dans le faire savoir et dans faire savoir notre savoir-faire. Je vais arriver à le dire. Je reviens vers vous, Richard Attias. Vous voyez les choses depuis New York, vous voyagez aussi beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est d'un mouvement mondial qu'on commence à parler? Est-ce que ça se dessine comme ça? Oui, incontestablement. Je crois que ce n'est pas qu'un mouvement mondial. On est dans une économie mondiale. Et incontestablement, l'économie mondiale, bon, elle va plus ou moins bien. Et je pense que l'entrepreneuriat social est une des réponses à un des maux de notre économie. Et ça ne date pas d'hier. Alors on l'appelait pas nécessairement entrepreneuriat social, mais depuis plusieurs années, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, vous l'évoquiez tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est dans la culture. Dès le primaire enseignement, j'ai presque envie de dire, on vous apprend à donner, on vous apprend à partager, ou à on rendre vous apprend à vous a... occuper de l'autre. À rendre ce qui vous a été donné. Absolument. C'est quelque chose qu'on on vous entend. apprend à inclure l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la charité ou la philanthropie. Comme disait Lionel, c'est en plus, c'est en parallèle. C'est un autre axe. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, on le voit à travers les jeunes diplômés. Il y a 20 ans, l'obsession était de rentrer dans des grandes multinationales, la façon d'IBM ou autre. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de rentrer dans des groupes où il y a incontestablement une dimension sociale. Mais ça n'est pas qu'aux États-Unis. En Chine, il y a une université qui s'est créée maintenant complètement, YouChange, qui a créé une chaire, une formation à l'entrepreneuriat social, car les autorités chinoises sont convaincues que l'entrepreneuriat social, s'il se développe en Chine, répondra à un des problèmes qui est celui de la pauvreté. On le voit en Inde. L'Inde est un des pays qui a depuis le plus longtemps fait l'entrepreneuriat social. Est-ce que c'est pas, par exemple, en Chine, parce que l'État ne peut pas pallier tous les problèmes? Mais de toutes les façons, l'État dans aucun pays ne peut pallier à tous les problèmes. Singulièrement c'est autant dans valable cela, en France qu'en Chine, qu'en Inde. Et je crois que ce qui est très important, et c'est pour ça qu'on voit ce mouvement extrêmement dynamique, c'est que les jeunes ont compris qu'il fallait qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes. Et dès qu'ils ont une très belle idée, comme la jeune demoiselle qu'on a vue sur place, il faut se battre pour la mettre en action. Il faut se battre parce que le modèle entrepreneuriat social est un modèle gagnant, incontestablement. Je rejoins assez Nicolas dans quelque chose qu'on a pu penser être alarmiste, mais il a raison quand il parle des civilisations. 5000 ans, des civilisations ont disparu. Il y a quelques jours à New York, l'un des pères inventeurs des hedge funds, ces fameux fonds qui ont fait qu'en 2008, on est tous passés près de la catastrophe, Paul Tudor, a créé une société, une ONG, qui va s'appeler Just Capital, le capital juste, convaincu avec ses pairs, les multimilliardaires de Wall Street, que désormais l'avenir du capitalisme ne va passer et que les fonds ne vont aller que dans des projets où il y a cette dimension de capital juste. Parce que quand on arrive à un taux d'inégalité sociale tel, il y a, selon lui, et pas que lui, trois possibilités. Et historiquement, depuis plusieurs millénaires. Une révolution, une guerre, ou l'augmentation incessante des impôts qui mène de toutes les façons à aussi une révolution. Alors il y a une quatrième voie maintenant, c'est incontestablement la répartition du capital et d'essayer aujourd'hui de rompre et en tout cas de diminuer ces inégalités. Et ils vont jusqu'à un stade où maintenant, en septembre prochain, un index sera publié pour évaluer les grandes sociétés, les grands groupes sur leur notion sociale et leur engagement social, création d'emplois, intégration, inclusion, etc. Donc on est vraiment dans un phénomène de transformation de l'économie que l'on retrouve tant en Inde qu'en Chine qu'aux États-Unis, et avec aujourd'hui des vocations qui naissent, qui sont formidables. Un petit mot, la même question à peu près avec vous Michel Saban. Est-ce que vous diriez que les leaders de ce monde vous paraissent sincèrement engagés dans ce processus? On ne peut pas ne pas vous faire parler un petit peu d'Arnold Schwarzenegger, on sait que vous travaillez avec lui. Est-ce que vous diriez qu'ils sont dans ce même processus? Oui, parce qu'il y a un fait majeur depuis quelques années, c'est que les villes et les régions se sont mises en action justement sur ces... On l'a entendu, la maire de Paris nous a dit combien elle-même était engagée, mais les villes étaient engagées notamment dans cette volonté de faire bouger les choses pour le climat.
Moi, je rêve un peu comme Anne Hidalgo d'une alliance des villes et des régions pour un accord à Paris, même à minima. Je dis je rêve parce qu'il n'est pas prêt encore. Et je ne suis pas alarmiste, mais simplement, on n'est pas au bout. Et le fait régional aujourd'hui, c'est irréversible. Aujourd'hui, les régions sont en mouvement sur beaucoup de choses. Elles ont les moyens de faire, elles ont les moyens de construire, de réaliser des choses, alors que les États, c'est un peu lourd, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet bottom-up, c'est du bas vers le haut. Et moi, je voudrais que cette force à Paris se mette en route pour être force de proposition, et puis pour dire, nous sommes là, et c'est pour nos concitoyens d'abord, pour l'avenir de nos jeunes, et de faire en sorte que les propositions que nous appliquons, parce qu'on parle beaucoup des bonnes pratiques. Moi, nous avons demandé avec Arnold Schwarzenegger, suite à la rencontre que nous avons eue avec le président de la République, un rapport à l'Observatoire du long terme sur la transition énergétique et les innovations, quelles sont les bonnes pratiques dans le monde. Donc il a été pris 100 régions à peu près. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des pratiques qui ne coûtent pas cher du tout, mais qui permettent justement de réduire les gaz à effet de serre et tout ce qu'on demande à nos États avec des signatures, des engagements. Donc je suis convaincue que l'effet bottom-up pourra prendre... C'est peut-être le fait nouveau de Paris, de la COP21 à Paris. Ça sera peut-être l'engagement justement de la société civile, des villes, des régions, qui vont peut-être permettre un accord à minima. Mais bon, comme je ne suis pas convaincue aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, I have a dream. Vous êtes pleine d'espoir, pas convaincue mais pleine d'espoir. Un dernier mot avec vous, Lionel Zinsou. On va parler finances dans notre dernière table ronde. On va faire avec vous un petit peu la transition, parce qu'un pacte au carré, c'est aussi comment est-ce qu'on finance ces entreprises sociales. Est-ce que vous croyez, vous, à l'impact investing ? Oui, absolument. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de techniques financières pour financer l'économie responsable et solidaire. L'impact investing, ça consiste à, au fond, chercher à atteindre non seulement des objectifs qui sont dans le compte d'exploitation en termes de résultats, en termes de profit, mais aussi à atteindre un certain nombre d'effets externes à l'entreprise, toucher un certain nombre d'externalités. Et au fond, si vous assignez à un projet d'entreprise des objectifs sociaux en dehors d'elle-même et qu'on atteint ces objectifs sociaux, qui peuvent être des objectifs de formation, d'emploi, eh bien, si vous les mesurez, à la limite, vous rembourserez d'autant moins les dettes, les prêts qui vous auront été accordés, que vous aurez mieux atteint les objectifs externes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant toute une série d'acteurs qui sont prêts à acheter les externalités, c'est-à-dire à acheter ce qui ne passe pas par le compte d'exploitation de l'entreprise. Les bailleurs de fonds peuvent être motivés pour des raisons sociales, en aide publique au développement, à le faire dans les pays les moins avancés, mais y compris des fonds privés, y compris des fonds qui ont des objectifs eux-mêmes, ISR au fond, à la fois environnementaux et de responsabilité sociale. Je ne suis pas sûr que je sois tout à fait d'accord avec la phrase de Patrick Pelloux tout à l'heure, disant c'est la fin, la mort annoncée des sociétés anonymes à but lucratif. Je crois que ça peut prendre un peu de temps, enfin je ne sais pas, quelques siècles. Il n'a pas dit qu'on le verrait. Hein. Absolument. Pas nous. Il faut être très optimiste sur les progrès de la médecine, je crois, mais il se passe simplement qu'il y a des collaborations possibles extrêmement efficaces entre les modèles. Il y a des investisseurs du monde entier qui sont prêts à considérer que tous les facteurs d'environnement et de société sont des éléments fondamentaux de la profitabilité dans la durée, de la soutenabilité du modèle économique. Et vous avez des types d'investissements, c'est le cas de ce qu'on fait dans le capital investissement, où vous avez du profit à 2 chiffres. Et vous êtes parfaitement capable de décider de consacrer la moitié de ce profit à des actions qui vont servir les objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Il y a parfaitement la place, si vous voulez, quand on est capable de faire, dans une partie de l'économie, 12% de retour sur le capital qu'on investit, qui est la moyenne de ce qu'on fait dans le capital investissement. On est aussi parfaitement capable de dire, et ça s'appelle des fonds ISR, parfaitement capable de dire qu'on va ne faire que 4 et qu'on va consacrer la différence entre ce qu'on sait générer et 4 à développer toute une série d'activités qui sont externes à l'entreprise. Et vous avez des dizaines de milliards, c'est ça les unités, de dollars
d'investissement possible sur ce genre de projets qui viennent d'investisseurs du monde entier. Donc le fait nouveau, c'est qu'on a les techniques d'impact investing et la prise en compte des externalités. Et le fait nouveau, c'est qu'on a la volonté qui apparaît aussi bien dans ce qui relève de l'aide publique que de ce qui relève d'une dynamique privée. Il manque peut-être un peu de notoriété et c'est ce à quoi nous travaillons ce soir. Non, mais il faut le faire savoir. Voilà, c'est ce à quoi nous travaillons ce soir. Merci messieurs, merci madame. Merci pour cet échange.